pâtisserie fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets d'un fruit de mer, la moule de Bouchot. Une culture traditionnelle, du phytoplancton en abondance, et la voilà dotée d'une texture unique. Alors, la moule de Bouchot est un produit extraordinaire parce que d'abord, c'est une variété, c'est une qualité qu'on ne trouve qu'en France et qui demande un cahier des charges très précis, avec des protocoles difficiles. Et le résultat, c'est un produit qui est juste exceptionnel. Un produit de partage, facile à cuisiner et à sublimer. Ce qui est intéressant avec cette moule de Bouchot, c'est un produit qui est juste extraordinaire, déjà par sa couleur. Ses couleurs jaune orangé, ses textures en bouche, elle a de la mâche, elle est goûteuse, il y a une longueur en bouche et en même temps, c'est un produit qui est naturellement fin. Depuis le port de Cancale, quand le ciel est dégagé, on aperçoit un petit îlot rocheux bien connu, le Mont Saint-Michel. 3e site le plus visité de France. Il est du côté de la Normandie, mais ici c'est déjà la Bretagne, des plages de sable fin et la silhouette sombre de ses premières falaises. Invisible depuis la côte, dans la baie à marée basse, une enfilade de pics noirs surgit comme autant d'ombres chinoises. Voilà les moules de Bouchot. On pourrait penser que Bouchot est le nom d'une ville dont seraient originaires ces coquillages. Eh bien non. Cette fois, c'est la technique d'élevage qui est mise à l'honneur. La moule de Bouchot, c'est un élevage de moules, la Mytilus edulis. C'est un élevage sur pieux, c'est-à-dire ce sont des pieux en bois, de différentes matières, du chêne, du bois exotique, du coco, piqués dans le sol, et les moules poussent sur ce pieu. Donc la spécificité, c'est que les moules poussent sur les pieux et se trouvent sur l'estran. Donc il y a la mer monte, la mer baisse et sont hors de l'eau et dans l'eau suivant les heures de marée. D'après la légende, la technique du Bouchot serait née en 1235. Patrice Walton, un Irlandais, fait naufrage en France dans la baie de l'Aiguillon. Il se fabrique alors un filet de fortune entre deux piquets pour pêcher et constate que les moules s'accrochent au bois. Même si tout le monde ne s'accorde pas sur cette version, une chose est sûre, les moules de Bouchot n'existent qu'en France, nulle part ailleurs. Donc en France, on a plusieurs centres de production pour la moule de Bouchot. Donc on va partir de l'Atlantique, Charente, Noirmoutier, tout ce qui est baie de Saint-Brieuc, baie du Mont-Saint-Michel pour nous, toute la côte normande de Granville à Cherbourg et ensuite la côte d'Opale. Alors ici, tous prêts pour pouvoir faire un élevage de moules de Bouchot. La mer se retire très très loin. La mer est riche pour la nourriture. On ne peut pas dire que la température soit un facteur pour l'élevage des moules. Par contre, c'est un facteur pour la reproduction. Et d'ailleurs, ici, nous ne sommes qu'un centre d'élevage et non un centre de reproduction. Donc tout notre naissain, nous sommes obligés de le faire venir de la côte atlantique. De la Loire à la Charente, des pics noirs à perte de vue percent les eaux. Franck se fournit à Saint-Brévin et à Boyard. La moule voyage ainsi sur les côtes françaises, mais c'est bien son séjour prolongé sur les Bouchots qui fait sa réputation et qui la distingue de ses concurrentes. En France, nous trouvons 3 types de moules. Issus de la même origine, Mytilus edulis. On va trouver la moule de fond, qui pousse vraiment sur le fond de la mer. La moule de filière, qui est un élevage en suspension en mer, mais toujours immergé. Et la moule de Bouchot, c'est un produit jaune-orangé, c'est une chair peu farineuse, un taux de chair relativement important et un goût spécifique qui la différencie des autres. On retrouve un goût de noisette lors des dégustations. Pour dire les choses plus clairement, la moule de Bouchot, les amateurs savent la reconnaître les yeux fermés. N'allez pas croire pour autant que ce mytiliculteur ne défend pas cette technique, bien au contraire, c'est une question d'humilité. Depuis Paris, le mytiliculteur averti Jacques Godefroy, accompagné du chef Guy Martin, partagent leur intérêt pour les vertus de ce coquillage. Nous avons un produit là qui a une traçabilité depuis sa naissance jusqu'au consommateur. C'est formidable, mais alors ce produit il est aussi protégé, non? La moule de Bouchot, c'est pas une appellation d'origine contrôlée, mais c'est quand même un produit qui est protégé. Alors oui, là je suis heureux de pouvoir dire qu'il est protégé. Enfin, nous avons obtenu la première STG, spécialité traditionnelle garantie,
hein. C'est la Qui est première reconnu STG. européen, hein, c'est... C'est reconnu au niveau, c'est une reconnaissance européenne qui permet de protéger ce mode de production, hein. Et au travers de ce mode de production, l'appellation moule de Bouchot, bien entendu. Donc ça veut dire c'est la qualité. Donc ça veut dire la qualité, on l'aura compris, étant donné que que les essaims ne sont pas au contact du sol, donc pas de pollution, on va dire, par des crabes, etc. Donc les coquilles plutôt propres. Ça veut dire une eau de mer qui fouette, avec les tempêtes, les intempéries, qui va donner une moule vivace avec du goût, c'est ça. C'est qu'on va avoir une moule qui a vraiment du goût, qui est tout en parfum, mais en même temps qui a des nuances vraiment très agréables. On est sur un produit, voilà, sur un produit qui est, je dirais peut-être, c'est une bonne approche pour tout ce qui est coquillage dans cette moule de Bouchot. Oui, effectivement, vous soulignez que cette moule de Bouchot, elle est battue par des courants, des vents forts, des tempêtes, elle subit tout ça. Quelquefois un peu de trop parce que on a des dégâts, mais c'est la nature. Mais aussi parce que cette moule, elle est exondée, c'est-à-dire qu'elle, tous les jours, 2 fois par jour, elle va être, la mer va se retirer et la moule va apprendre à se maintenir fermée, bien sûr, elle va se faire du muscle. Et ça aide aussi à lui donner ce goût particulier également. De cette moule de Bouchot, alors. Donc là, elle doit être forte, hein, parce que quand la mer se recule, se retire, il faut qu'elle vive avec ce qu'elle a, c'est ça. Hein. Donc ça va faire une chair ferme, une chair goûteuse. Donc avec cette opération de ôter le pied et de mettre ces moules sous vide, pour le consommateur, c'est quand même c'est sublime, parce que on va pouvoir acheter ces moules sous vide et les mettre dans son panier. C'était quand même une corvée d'éplucher, d'enlever le byssus. Ouais, c'était fastidieux quand même, hein. Et puis aujourd'hui, le sous-vide nous permet d'avoir dans le panier quelque chose qui ne coule pas, qui ne va pas couler d'abord. Et puis alors aussi, le sous-vide, on passe au froid. C'est-à-dire qu'on va préparer les moules vers 6 h du matin, on commence, on prépare les moules. Elles vont suivre la chaîne du froid. Ça va ralentir leur métabolisme et ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps. Donc à l'extrême, on peut se dire qu'une moule qui a été mise sous vide, le pied ôté, va se conserver plus longtemps qu'une moule, je dirais, traditionnelle, qui est mise dans un sac sur les étals des marchés, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement. C'est au milieu d'un décor lunaire que Franck prend la mer en ce matin de décembre. L'eau s'est retirée, découvrant les bouchots. Les moules peuvent être pêchées. Au volant de son bateau amphibie, Franck rejoint ses concessions par la terre. Nous sommes entre le sol et le bateau. On commence à sentir le bateau qui bouge. C'est un petit peu un avion, mais dans le sens inverse. On commence à deviner les premiers pieux qui sortent de l'eau. Vous voyez, des choses au ras de l'eau. À partir de certaines hauteurs ou d'un certain coefficient, l'un allant avec l'autre obligatoirement, on a accès ou pas à nos concessions. Donc quand on a accès à nos concessions, on organise notre travail en fonction des différentes hauteurs d'eau qui nous permettent d'aller plus à terre ou plus dans le large faire notre travail. Pour Franck, le travail a commencé il y a 1 an, à la réception des naissins. Arrivé d'Atlantique sur des cordes, on l'étend à l'horizontale sur ce que l'on appelle des chantiers. Les cordes, quand elles arrivent ici, les moules, souvent, ce sont des têtes gros comme des têtes d'épingle. Même des fois, on ne les voit pas. Et ensuite, on vient les installer sur ce type de construction. On a des pointes dessus, ils font 100 mètres de long, et on va allonger nos cordes de la première barre jusqu'à la dernière. Donc au fur et à mesure que la saison se déroule chez nous, on vient prendre nos cordes sur les chantiers, on coupe entre les barres et on va enrouler ça ensuite sur les pieux. C'est la première étape, l'ensemencement. La transformation en moule de Bouchot est en cours. Donc là, on peut voir un pieu vide avant ensemencement. Là, un pieu qu'on a ensemencé au mois de juin. Donc on imagine très bien la corde, grosse comme mon petit doigt, avec les moules des têtes d'épingle dessus. La corde est fixée en tête par une pointe, en bas tenue par une élastique, et on l'enroule autour du pieu. Et là, on peut très bien voir les tours. Les tours qu'on a fait avec la corde
pour la poser. Ensuite, les moules, en grossissant, elles vont coloniser l'ensemble du pieu, se déplacer et les tours vont se combler. Depuis, on a mis des filets dessus pour les maintenir en place. Et pour tenir, regardez, par exemple, ce bourrelet-là. Lorsque le remplissage n'est pas optimal et qu'il n'y a plus de naissain, Franck peut récupérer des moules sur les chantiers et les disposer en corde sur les bouchots afin de combler le manque à gagner. Cette astuce mise à part, il n'existe guère de solution en cas de coup dur. Je crois qu'on est vraiment le seul produit où on peut rien faire. On est maître de rien du tout. Mis à part mettre les moules sur les pieux, le reste, on peut pas rajouter d'engrais, on peut pas rajouter de machin, on peut rien faire du tout. Si la nature est généreuse, ça va pousser, c'est-à-dire du soleil, de la pluie au printemps, ça développe la nourriture, elle mange et pousse. Si la nature n'est pas généreuse, on n'a rien. Il faut passer 6 mois minimum sur pieu pour être titré moule de Bouchot. Ici, en baie du Mont-Saint-Michel, on peut les y laisser jusqu'à 1 an. Si aucune tempête ou attaque de canards sauvages ne viennent abîmer l'élevage, les moules sont alors récoltés. Et pas de doute, à ce jeu-là, Franck sait manier les manettes. Donc en fait, c'est une machine, c'est un cylindre monté à l'extrémité d'une grue avec 2 portes mobiles avec des vérins hydrauliques. On descend sur le pieu, arrivé dans le bas, on ferme les portes, on remonte. On dépose les moules dans le conteneur et il reste le pieu vide en mer. Le métier a beaucoup évolué, a su se moderniser. À l'époque de mon père, quand mon père a commencé, eux, ils pêchaient ces moules avec un couteau. Donc ils faisaient tout à la main, il y avait beaucoup plus de personnel, ils faisaient tout à la main. Ils commençaient à pêcher l'été, ils prenaient la couche supérieure du pieu. Comme ça permettait à la couche inférieure de se redévelopper et d'être pêchée en fin de saison, c'est-à-dire en mois de décembre-janvier. Nous maintenant, on pêche tout. Donc toutes ces moules n'ont pas encore grossi, mais on ne peut pas faire de sélection avec nos appareils. Par contre, ce qu'on va pêcher en 1 heure, avant, il aurait peut-être fallu être 10 personnes et une journée complète. Si les techniques ont évolué, le produit reste le même. Solidement attaché autour de son bouchot grâce à un faisceau de fibres qui peut faire penser à de la ficelle, mais qui est sécrété par la moule elle-même. Donc les moules en fait se tiennent les unes aux autres grâce à leur bisus. C'est un petit filament qui est sécrété par la moule. Et voilà, qui permet de s'accrocher à un support. Donc vous voyez, c'est en paquet. Et comme vous pouvez voir, c'est relativement costaud. Parce que là, il y a du poids et ça tient. Ça y est, les 22 containers débordent de mollusques à la coque bleutée. Avec plus de 5 tonnes, la pêche a été bonne. Pour Franck et ses hommes, portés par la marée qui remonte doucement, il est temps de rejoindre la terre ferme. Pour les conserver, ces moules, une fois peut-être que le sous-vide est ouvert, si on n'a pas de sous-vide chez soi, on n'a pas beaucoup qui ont des sous-vides à la maison, c'est peut-être de les cuire, une fois voilà, qu'on achète ce dont on a besoin déjà. C'est pas la peine de suracheter, on achète ce qu'on a besoin et puis on va les cuire en fonction de ce qu'on a envie de faire comme recette, c'est ça? Exactement, mais bien souvent j'ai remarqué que une fois qu'elles sont cuites, il ne reste pas beaucoup de moules parce que quand on a commencé, on n'arrête pas de picorer. On n'arrête pas de picorer. On va jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est le plat convivial par excellence, surtout quand elles sont cuites comme à la maison. Souvent à la maison, on les cuit entières. Alors ça peut être avec de la crème, avec du vin blanc, avec du vin rouge, avec ce qu'on veut. Mais je veux dire, souvent, c'est cuit entier et c'est dans un beau saladier, dans un beau plat de service que c'est mis avec les coquilles. Donc c'est vraiment le plat de partage. C'est vraiment le plat convivial. Et c'est d'autant plus convivial que même les enfants aiment les moules. Vous leur mettez des moules simples, tout simplement. Alors j'ose pas vous donner une recette. Si, osez. L'assiette du professionnel. Ouais. Moi je mets un peu de beurre, échalote, poivre, beaucoup de persil, quoi. Et c'est tout. Une cuisson rapide si possible.
Et je peux vous assurer qu'avec un peu de frites, par exemple, Ouais, et les enfants sont ravis. Le tour est joué. Alors on peut dire qu'une fois que la moule est cuite ouverte, et qu'elle est cuite. Oui, Hein, il ne faut pas justement trop cuire. Vaut mieux Voilà. qu'il y en ait une de fermée, qu'on Mais soit voilà. obligé de la réouvrir. Mais dès que Parce la que- moule est ouverte, ça veut dire Voilà. que c'est cuit. Sinon, on va être sur du trop cuit. On est d'accord. On va être sur le côté un peu chewing-gum, dur à mâcher. On va perdre. Eh ben, on va perdre la principale qualité de la moule de Bouchot, c'est justement son moelleux. Ouais. Elle est un peu sucrée Ouais. et un peu moelleuse quand on la mange. Et c'est toute la différence avec peut-être les autres moules. Bien sûr, oui, qui sont peut-être plus sur des goûts de iode. Là, on est là sur la subtilité. Là, on Voilà, est sur une voilà. moule subtile, fine. Voilà. S'il reste du jus, dans un petit conseil, j'ai bien écouté votre conseil, je vais vous en donner un, mais que vous devez connaître. S'il reste un petit peu de jus surtout, et qui n'est pas consommé, le gardez. Ça fait des bons jus de base pour cuire des poissons, ça fait des bons jus de base. Alors, est-ce qu'une moule, par exemple, qui est ouverte, elle est consommable ? Oui, alors... Alors, Ça- à quel moment elle est plus consommable pour le consommateur, qu'on comprenne bien ? À quel moment elle est plus consommable de se dire attention, il vaut peut-être mieux ne pas la conserver ? Bah, écoutez, effectivement, la moule, dès qu'elle sort de l'eau, elle va s'ouvrir, va se refermer. Mais pour le consommateur, il suffit de faire ça, et vous allez voir, la moule va se refermer. Elle est vivante. Elle est vivante. Donc elle est consommable tant qu'elle Voilà. est vivante. Il n'y a vraiment aucun danger pour la consommer. Vous savez, ce qui me plaît, moi, dans la moule, c'est justement ce côté de saisonnalité. C'est que j'attends qu'elle arrive et je me dis, voilà, c'est encore un produit de saison, un produit de tradition. Et puis quand arrive la moule, ben voilà, c'est vraiment un plat de partage, un plat entre copains, dans la famille. Et je trouve que, voilà, cette moule, elle mérite de faire partie, un peu comme avait fait Henri IV avec les volailles. On devrait avoir un plat national de moules, un vrai plat de partage. Il ne suffisait pas de les pêcher, ces moules. Il faut maintenant les préparer pour la vente. Franck est donc sur le qui-vive dès 5 heures du matin. Les moules ont passé la nuit dans une eau de mer purifiée par des UV. Elles arrivent au dégrappage. Cela consiste à les détacher grossièrement les unes des autres et à les dégager des fils qu'elles ont fabriqués pour s'accrocher. Elles poursuivent ensuite leur route vers le rinçage, le calibrage et le tri, effectués manuellement. Donc on fait un tri visuel et ce qui est dérangeant, ben, on l'enlève et ce qui n'est pas beau. Donc là vous voyez, par exemple, on a des cassés. Bon ben on va les enlever. Ou alors ce qu'on peut enlever, ben, des moules, ce qu'on appelle norées, qui ont des petits coquillages qui se collent dessus et on les enlève. Donc tout bêtement, on gratte et les moules sont propres. Donc ces moules-là vont être expédiées chez Cultimer. Créée en 1998, Cultimer est une fédération de producteurs qui se charge de la partie commerciale de la production. Franck n'a plus qu'à préparer les commandes et livrer. Ça va. Donc vous avez 6 bacs ce matin et une palette de 120 par sac. Parfait. Voilà. Cette union lui ouvre aussi d'autres perspectives, comme de partager un atelier ultra moderne avec triage par caméra et conditionnement en barquette sous vide. Ce sont des investissements communs qui permettent justement de pouvoir faire des produits qui représentent aujourd'hui 30 à 40% du marché, ce qu'un producteur ne pourrait pas faire tout seul. L'intérêt était de proposer aux consommateurs avec la barquette toujours un produit naturel et évidemment vivant, mais qui propose une date limite de consommation plus importante et surtout plus sûre que ce que propose un sac traditionnel où on a une tenue du produit de l'ordre de 48 à 72 heures. Dans une barquette, on propose aux consommateurs d'avoir des moules vivantes pendant 7 jours. Et puis c'est un produit propre par définition lié à son emballage, donc ça permet d'être chargé dans une voiture. Il y a beaucoup de notions de praticité dans ce domaine, sans compter que le produit il est débissucé. Donc on a retiré le byssus avant de l'enfermer dans la barquette, ce qu'on appelle un produit prêt à cuire pour le consommateur. Il a juste à ouvrir sa barquette et à jeter les moules dans une casserole. Pratique et propre, voilà pour les consommateurs avides de repères sur l'origine et la qualité. Les moules de Bouchot n'en manquent pas. C'est le premier produit de la mer à détenir une AOC devenue AOP pour celle de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est aussi le seul produit en France à afficher une spécialité traditionnelle garantie, un titre que Jacques Godefroy revendique avec fierté.
Il nous a fallu bien des années pour arriver à l'obtenir, cet STG. C'était le seul moyen de protéger l'appellation moule de Bouchot. Et grâce à ce cahier des charges qui est très draconien, la moule de Bouchot a une protection européenne forte, dite forte, ce qui permet aujourd'hui de garantir au consommateur que quand il va trouver le sigle STG, que c'est bien de la moule de Bouchot faite dans les conditions définies par le cahier des charges. Personnellement, on m'a donné un cahier des charges, mais j'y ai pas vu de contrainte. C'était ce que je faisais depuis le début. Donc ça respecte la traditionnalité de notre métier. C'est une sécurité pour le consommateur parce qu'il sait vraiment que ce qu'il achète, c'est vraiment de la moule de Bouchot et non de la moule de Bouchot qui puisse être mélangée avec d'autres moules. Et pour les producteurs, ça les oblige à une certaine rigueur. L'origine, comme la technique, sont désormais protégées. Les mytiliculteurs de la baie ne s'en contentent pas. Ils sont allés plus loin en limitant eux-mêmes la production. Le fait de tout ensemencer, on pense qu'il y aurait trop d'individus et qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous ces individus. Parce qu'en baie du Mont-Saint-Michel, vous avez quand même les moules. En moyenne 10 000 tonnes par an, 3 ou 4 000 tonnes d'huîtres. Et pour garantir la survie de l'ensemble, on s'est fixé les taux d'ensemencement. On sait très bien que si on ensemence tous les pieux, ça ne marchera pas. Donc suivant les zones, on a des ensemencements à 55%, 65%. Si on ensemence tout notre terrain, oui, on n'ira pas très loin. Et ni très longtemps. Donc mieux vaut se limiter et perdurer, et travailler un produit qui va se perdurer. Pérenniser la moule de Bouchot dans la baie du Mont-Saint-Michel, comme ailleurs, c'est penser à demain. Avoir le souci de laisser aux prochaines générations la possibilité de poursuivre l'aventure et aux consommateurs celle de pouvoir déguster pour des années encore ce produit emblématique du terroir maritime français. Alors Jacques, je vous ai préparé un plat avec les moules de Bouchot. Très joli. Écoutez, le visuel est tellement important. Voilà, je vous laisse découvrir ce plat que j'ai dressé avec amour, Jacques. Eh bien, en tout cas, c'est magnifique, hein. On a plus l'impression d'avoir un dessert dans l'assiette qu'une entrée. C'est vrai, mais c'est peut-être un dessert. N'ayons pas d'a priori. Alors, je pense que vous allez retrouver cette onctuosité de la moule de Bouchot quand même, parce que là, vraiment, avec votre plat, c'est vraiment remarquable, hein. C'est ce que j'ai essayé. Voilà, l'onctuosité, on l'a. Et avec la purée d'avocat qui est dessous, ça continue et c'est ça. On est dans des notes très fines, on est dans du fin. Et c'est ce qui est intéressant, on a bien ce goût de moule. Il enrobe bien les papilles et l'avocat va apporter un peu ce côté gras, voilà, qui va en faire encore que c'est encore plus soyeux. Oui. Et on a la mâche de la moule. Oui. Hein, on a cette mâche, elle résiste. Hein. On voit que la moule a été saisie et pas juste à point. Ouais. C'est formidable. Là, vous êtes en dégustant ça, je pense à mes petites filles. Parce que elles aiment beaucoup les moules. C'est une fête quand on fait les moules. Et c'est un plaisir pour moi, en tant que producteur, de voir que les enfants mangent vraiment avec beaucoup de plaisir la moule de Bouchot. Et là, franchement, ce que je suis en train de déguster est tout à fait étonnant, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait sublimer mes moules de Bouchot à ce point. C'est absolument un plat extraordinaire. Bon, alors, vos petites filles vous attendent pour la saison 2 des moules, alors. À vous de les cuisiner différemment, maintenant. Hein. Voilà, ça va être plus difficile pour moi. Vous savez, ces moules de Bouchot, le rôle de cuisinier, c'est de transformer la matière. C'est qu'on parle d'un produit brut, et c'est cette transformation qui est extraordinaire pour le cuisinier. C'est un des rares métiers au monde aujourd'hui où on part d'un produit brut, on le transforme, et on suit toutes les étapes.
Avant, le peintre faisait toutes ses essences pour les peintures. Aujourd'hui, c'est pratiquement fini. Mais nous, le cuisinier, nous continuons. Et là, on est dans cette belle moule de Bouchot et j'ai voulu la faire voyager avec le curry. Le curry, ce sont c'est l'Inde, ce sont les tissus, on ferme les yeux, on est à New Delhi, on est perdu dans le Bengale. C'est un voyage. C'est ça aussi qui est bien avec la cuisine, c'est que vous pouvez, en fonction de votre sensibilité, de votre amour, de vos connaissances, de vos compétences, faire voyager les recettes.